Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire l'explication linéaire du chapitre 8 de l'Ingénu de Voltaire. Donc Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, a été un philosophe des Lumières. Il a eu une vie mouvementée. Il a été notamment exilé, emprisonné, condamné plusieurs fois. Et il a fini sa vie notamment à Ferney. Donc ce philosophe est l'auteur de nombreux essais, de nombreux articles, notamment de l'encyclopédie, et aussi de contes philosophiques, Candide, Micromégas, et aujourd'hui celui qui nous intéresse, l'Ingénu, qui a été rédigé en 1764. L'Ingénu donc est un conte philosophique, c'est-à-dire qu'il met en place la doctrine placere et docere, plaire et instruire. Donc dans ce conte, Voltaire vise à enrichir son lecteur à travers des notions morales. Et la plus grande notion morale dans ce texte est de lutter contre l'intolérance religieuse, qui est un des grands combats de Voltaire, qui avait déjà rédigé le traité pour la tolérance suite à l'affaire Calas, grâce à laquelle il avait réhabilité Jean Calas, un protestant accusé à tort. Dans ce conte philosophique, Voltaire fait intervenir un Huron, c'est-à-dire un Indien du Canada, qui arrive en Bretagne et qui rencontre premièrement les Kercabons, qui s'avéreront par la suite être son oncle et sa tante. Le Huron, comme son nom l'indique, comme son surnom l'indique, est un ingénu, c'est-à-dire qu'il est naïf et qu'il dit tout ce qu'il pense sans filtre. Il essaye donc de comprendre tout ce qui l'entoure et les Kercabons, séduits par ce jeune homme, décideront de l'aider et vont notamment le convertir au catholicisme, ce qu'il fera de bonne grâce après avoir lu la Bible. Le Huron va donc se convertir, il sera ainsi baptisé Hercule de Kercabon, et il aura pour marraine Mademoiselle de Saint-Yves. Le problème, c'est qu'il tombe amoureux de Mademoiselle de Saint-Yves et qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est sa marraine. S'ensuit une série de discussions, puis le couvent de Mademoiselle de Saint-Yves est attaqué par des Anglais et le Huron sauve ce couvent. Suite à cette péripétie, le Huron décide d'aller demander au roi la main de Mademoiselle de Saint-Yves, car il estime que après avoir sauvé le couvent, il en est tout à fait méritant. Donc il se met en route pour Versailles pour aller voir le roi, donc Louis XIV à l'époque, on est en 1689, c'est-à-dire 4 ans après la révocation de l'édit de Nantes. Et en faisant route, il fait étape à Saumur. La ville est désertée par ses habitants, car à l'époque, Saumur est un fief des protestants. Donc comme je le disais, le récit se situe en 1689, c'est-à-dire 4 ans après la révocation de l'édit de Nantes, et les protestants sont donc devenus des indésirables au regard du pouvoir. Ils vont donc fuir la France, notamment pour aller en Angleterre. Le Huron arrive à Saumur et rencontre un groupe de protestants qui va leur expliquer un peu ce qui leur arrive. Je vous propose maintenant de faire la lecture d'un extrait du texte. « Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, messieurs? C'est qu'on veut que nous reconnaissions le pape. Mais pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas? Vous n'avez donc point de marraine que vous vouliez épouser? Car on m'a dit que c'était lui qui en donnait la permission. Ah, monsieur, ce pape dit qu'il est le maître du domaine des rois. Mais, messieurs, de quelle profession êtes-vous? Monsieur, nous sommes pour la plupart des drapiers et des fabricants. Si votre pape dit qu'il est maître de vos draps et de vos fabriques, vous faites très bien de ne pas le reconnaître. Mais pour les rois, c'est leur affaire. De quoi vous mêlez-vous? » Donc, dans ce texte, nous nous demanderons comment Voltaire met en avant une critique de la révocation de l'édit de Nantes. On s'appuiera pour répondre à cette question sur les 2 mouvements du texte. Le premier mouvement, qui est composé du premier paragraphe, expose le sort des protestants. Et dans le deuxième mouvement, Voltaire met en cause le roi et aussi, et surtout même, ses conseillers. Donc, dans le premier mouvement, Voltaire va donc mettre en place
l'exposé du sort des protestants. Pour cela, il va diviser ce premier grand paragraphe en 2 étapes. Une étape au discours direct, puis une étape au discours narrativisé. Donc le discours direct, qui est reconnaissable par la ponctuation et les nombreuses phrases interrogatives, permettent d'avoir un dialogue plus vif, plus spontané, plus à l'image de l'ingénu. Ce dialogue nous permet à nous lecteurs d'en savoir plus sur ce qui arrive aux protestants grâce aux nombreuses questions que pose l'ingénu. Donc on peut retrouver 5 phrases interrogatives attribuées à l'ingénu. Par exemple, « Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, messieurs ? Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas ? De quelle profession êtes-vous » On voit que l'ingénu est tout à fait conforme à son caractère. Il cherche à savoir, à connaître, et il pose les questions sans recul. Et pour nous, lecteurs, c'est très important car ça nous permet d'engager la réflexion, car les réponses données par le protestant nous permettent de savoir ce qui se passe. Donc le premier problème, c'est la reconnaissance du pape. Ça nous permet également de savoir qu'ils sont drapiers et fabricants, donc liés au commerce et à l'économie. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, la deuxième partie de ce premier mouvement, c'est le discours narrativisé, le discours indirect libre ici, qui va donner de la gravité à ce qu'a va apporter ce nouvel interlocuteur. Ce nouvel interlocuteur, il est dénommé par une périphrase, un petit homme noir. Ça représente ici le pasteur protestant, reconnaissable à son habit. Donc on a une vraie rupture entre le discours direct, très spontané, très libre, et ce discours indirect qui est entamé par un « alors ». S'ensuivent 4 verbes de parole au passé simple, prit la parole, exposa, parla et déplora, qui vont mettre en évidence non seulement le discours narrativisé, mais aussi la manière de faire du petit homme noir, donc du protestant. Ici, donc, le protestant nous informe des erreurs politiques de Louis XIV. Il est le porte-parole de son groupe et il va résumer leur situation. Une situation d'exil, il nous parle de famille fugitive, une situation de persécution avec convertis par les dragons. De plus, on remarque que son discours est plein d'éloquence parce qu'il prend la parole, certes, mais d'abord il expose très savamment, hein, donc avec cette hyperbole, on voit qu'il utilise les savoirs, puis il parle avec tant d'énergie et de manière si pathétique, avec le si intensif dans si pathétique, donc là il utilise les émotions, et ensuite on voit qu'il utilise des exemples assez forts, donc 50 000 familles fugitives avec des nombres forts qui nous montrent bien l'exode massif, notamment. Donc un discours plein d'éloquence est vraiment fait pour nous convaincre et nous persuader. Ensuite, on voit le résultat de ce discours. Ce discours fonctionne parce que l'ingénu en pleure. Hein, on nous dit que l'ingénu versa à son tour des larmes. Donc le résultat est bien celui escompté. On a le registre pathétique. De là, on retrouve un discours direct et l'ingénu reprend la parole. D'où vient donc, disait-il, qu'un si grand roi, avec l'hyperbole ici sur si grand roi, pour valoriser le Louis XIV, dont la gloire s'étend jusque chez les Hurons, donc on poursuit sur l'hyperbole, ce qui montre bien que c'est pas Louis XIV qui est mis en cause, mais bien ses conseillers. Et quel est le problème soulevé par l'ingénu, et toujours cette question qui le taraude, se prive. Donc, comment se fait-il que le roi ait pris une décision aussi insensée ? Comment se fait-il que le roi se prive donc de cœur qu'il aurait aimé et de bras qu'il aurait servi ? Ici, on nous montre bien que les protestants sont nécessaires au pays pour 2 raisons. Premièrement, pour une raison symbolique, car ce sont des cœurs, donc ce sont des citoyens et qui font la force de la nation par leur attachement au pays, mais aussi des bras, c'est-à-dire une force économique. Donc dans ce premier mouvement, on voit que Voltaire critique la révocation de l'édit de Nantes en montrant que cette décision crée la perte d'une grande force économique
suite à l'exil des protestants. Et donc c'est un affaiblissement du pays. Il dénonce surtout les violences subies par ce groupe de personnes. Pour poursuivre, dans le mouvement 2, on retrouve donc un discours direct. Ici, donc, le pasteur va mettre directement en cause un auteur anonyme. On nous dit, c'est qu'on l'a trompé, c'est qu'on lui a fait... et un peu plus, enfin, et à la fin du deuxième paragraphe, c'est qu'on a trompé et c'est qu'on a donné atteinte. Donc ce pronom indéfini on incrimine très clairement quelqu'un malgré la volonté d'anonymat, et on peut savoir ici que cette personne incriminée est le père Lachaise, qui est le conseiller jésuite du roi. On sait que les jésuites sont farouchement opposés aux protestants à l'époque. Donc ce on est accompagné à chaque fois du vocabulaire du mensonge et de la manipulation. Donc on l'a trompé, on lui a fait croire et on a donné atteinte. Ce vocabulaire du mensonge constitue des circonstances atténuantes pour le roi, ce qui montre bien qu'il a donc été manipulé. Ensuite, on peut remarquer que le roi, donc si on n'en était pas sûr jusque-là, on sait que c'est Louis XIV parce qu'on fait référence à son musicien, Lully. Et en plus, dans cette comparaison, comme son musicien Lully fait changer en un moment les décorations de ses opéras, ici il y a une critique de la prise de décision, qui est une prise de décision rapide et irréfléchie, comme à l'opéra on change un décor, comme si c'était aussi simple de changer de religion. La conséquence de cette prise de décision, elle est triple. Elle est marquée par l'enchaînement non seulement mais et. La première conséquence, donc, c'est la perte de 5 à 6 000 sujets très utiles. Donc on voit ici le nombre effarant et le nombre assez important de protestants qui s'en vont. Avec l'ajout derrière la conséquence de la conséquence, pourrait-on dire, mais en plus, il s'en fait des ennemis, donc c'est-à-dire qu'au-delà de perdre des sujets, il crée en plus des ennemis pour l'État. Et dernière conséquence, le roi Guillaume, qui est le roi d'Angleterre, le roi d'Angleterre à cette époque, va récupérer les protestants, va les accueillir. Et on voit ici un rappel des tensions entre la France et l'Angleterre, qui sont les ennemis jurés depuis un moment maintenant. Donc ces 5 à 600 000 sujets, que vont-ils devenir? Eh bien, ils vont devenir plusieurs régiments de ces mêmes Français, avec ici une hyperbole sur plusieurs régiments, ce qui sert à affirmer les pertes de la France au profit de l'Angleterre. Donc on a clairement ici une démonstration de l'affaiblissement guerrier pour la France, qui non seulement perd des hommes, mais aussi perd des ennemis. On voit aussi poindre la satire religieuse à travers la mise en cause du père Lachaise. Cette satire religieuse, elle est clairement poursuivie au dernier paragraphe, dans la deuxième partie de ce deuxième mouvement, qui commence par la locution, par l'expression « un tel désastre ». Cette expression montre bien le sacrifice que fait la France en se privant de tous ses protestants. Et ce tel désastre, il est d'autant plus étonnant que on voit la mise en cause également du pape qui est cité. Donc on nous parle du pape régnant à l'époque. Le pape régnant, donc c'est Innocent XI, qui est un Italien, d'où la périphrase par la suite cet étranger pour le définir, qui marque en plus la désapprobation face à cet homme. Donc le pape à l'époque, Innocent XI, il est janséniste, donc c'est-à-dire que c'est un opposé des jésuites. Il est, on sait que les jansénistes sont certainement plus ouverts et surtout plus enclins à accueillir les protestants. Donc ici, ce que dit Voltaire, c'est que la décision prise par Louis XIV, au-delà d'être une décision politique, et surtout une décision qui va à l'encontre du pape, donc il met en cause des milliers de personnes pour une querelle personnelle qu'il a avec le pape Innocent XI. Et cette querelle personnelle, elle dure depuis longtemps, elle dure depuis 9 ans. Et on nous dit que c'est donc une querelle violente et que sont son ennemi déclaré. Donc très clairement, ici, Voltaire
dit bien que le problème dans la prise de décision, c'est que c'est une décision qui incrimine une grande partie du peuple, tout ça parce que le roi Louis XIV a un contentieux avec le pape. De plus, cette querelle, elle porte sur un sujet assez trivial, qui est l'argent. Ici, Voltaire dit avec ironie, et surtout de ne lui plus donner d'argent, ce qui est le premier mobile des affaires de ce monde. Donc on voit bien ici la critique des religieux, avec la cupidité qui est mise en cause. Donc on a encore une fois une critique des jésuites qui apparaît, avec le « on l'a trompé et on a donné atteinte », et encore une fois des circonstances atténuantes pour le pape, donc lui qui a été manipulé, et on retrouve 2 hyperboles pour le qualifier, ce grand roi et la magnanimité de son cœur. Donc ce n'est vraiment pas le roi qui est mis en cause, mais bien ses conseillers. Donc dans ce dernier mouvement, Voltaire montre bien que le roi a été mal conseillé, qu'il a pris des décisions contradictoires et qu'il a affaibli les pays, mais que cela est surtout à cause du Père-Lachaise et du contentieux entre les jésuites et les jansénistes, plus que par réel choix contre les protestants. Donc pour conclure, Voltaire dénonce la révocation de l'édit de Nantes dans ce texte en utilisant divers procédés, à travers le regard naïf de son personnage, mais aussi en montrant les différents dysfonctionnements de cette loi. Il joue sur la force de la conviction et sur l'art de la persuasion dans ce texte. Et on peut rapprocher ce texte du traité pour la tolérance, qui est donc un texte d'argumentation directe dans lequel Voltaire a décidé de combattre l'intolérance religieuse au profit de Jean Calas, qui avait été accusé à tort.